À la gloire du grand architecte de l'univers, il vient de subir victorieusement l'épreuve de la terre. Vous êtes-vous assuré que le postulant soit rituellement préparé pour l'initiation? Oui, vénérable maître. Macron, on va pouvoir remplir nos frigos, Macron. Mes frères et mes sœurs, vous venez de constater l'identité du postulant qui est à la porte du temple, pour lequel les 3 scrutins ont été favorables. Il a su... Il a subi l'épreuve de la terre. Il est rituellement préparé pour sa réception. Quelqu'un d'entre vous s'oppose-t-il à ce qu'il soit introduit? Vénérable maître, le silence règne sur l'une et l'autre colonne. Puisque personne ne s'oppose, frère expert, faites entrer le postulant. Bonjour à tous. Alors je viens faire une petite vidéo coup de gueule. J'ai 2 petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Les frères couvreurs et maîtres des cérémonies forment une porte basse, celle de l'entrée du temple du roi Salomon, où l'on ne pénètre à l'intérieur qu'avec respect et humilité. Avec tout le respect que je leur dois, ils invitent une fois par semaine, ne serait-ce qu'une fois par semaine, une personne du peuple. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque au conducteur que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là, on atteint des sommets. J'ai fait une petite liste de ce qu'on subit depuis que vous êtes là, mais on en a plein les bottes. C'est clair? Monsieur, cette épée que vous sentez sur votre poitrine est toujours levée pour punir le parjure. Elle déchirait votre cœur si vous deveniez traître à la société dans laquelle vous avez demandé être admis. Le bandeau qui couvre vos yeux est le symbole de l'aveuglement dans lequel se trouve l'homme, dominé par ses passions et plongé dans l'ignorance. Est-ce de votre propre volonté, en pleine liberté, que vous vous présentez ici? Oui, monsieur. C'est juste parce que c'est moi, quoi. Juste parce qu'en fin de compte, on est quoi? On est des opposants politiques. On est quoi? On est un contre-pouvoir. On fait peur à Macron. Donc on nous a décidé de nous mettre dans le 15e. Vous avez dit que vous étiez un opposant politique? En tout cas, on est. Ah, ça, c'est au même titre que les 8000 autres qui se sont fait arrêter durant le mouvement. On dérange le pouvoir aujourd'hui. À défaut de travailler avec nous et nous donner ce qu'on veut, on les dérange. Mais de toute façon, on gêne. Quel est votre dessein en vous présentant dans ce temple? Devenir franc-maçon, monsieur. 52 000 membres et un rôle politique assumé par 2 anciens grands maîtres. Moi, je veux bien que nous soyons les lobbyistes de la République, parce que la République, elle a des valeurs. Bien évidemment, la franc-maçonnerie est politique, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à la ville, elle s'intéresse à la cité, aux hommes et aux femmes. Aujourd'hui, le patron du Grand Orient, c'est lui, José Gulino, 63 ans, et une volonté clairement affichée, avoir une influence politique. Dans l'actualité de ces derniers mois, les frères ont réfléchi au mariage pour tous, à l'euthanasie, et sont combattent toujours la laïcité avec un ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, qui a même demandé au Grand Orient de travailler à la bougie sur la morale laïque. Bonsoir, Guy Arcizet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous étiez jusqu'en septembre dernier grand maître du Grand Orient de France. Est-ce que si je définis la franc-maçonnerie comme l'Église et même comme la religion de la République, ça vous convient? On est né quand même dans un grand courant de laïcisation de l'idée et de la pensée qui a conduit aux démocraties. Et la franc-maçonnerie s'est greffée un petit peu sur ce mouvement. Donc nous avons été, c'est vrai, de tous les combats de la fondation de la République. Excellence
Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute. Nous espérons ce raz-de-marée. Pourquoi on l'espère? Parce que si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ismaël va mettre le balagan, je l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan, sinon la carapace de l'Occident serait tellement monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer un filtre. On est là entre gens on est entre parlementaires de la République, théoriquement, hein, parce que parfois je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Du Parlement français. Oui, mais mais je représente 150 000 franco-israéliens. Ne vous en déplace, entre autres. C'est pas évident tous les jours, quand je vous entends. On a l'impression que vous êtes le porte-parole du Likoud. Bien. Et vous avez travaillé d'ailleurs au Likoud. J'ai jamais travaillé de ma vie au Likoud. Avec M. Netanyahou, en tout cas. J'ai été son conseiller francophone. Ce que je veux dire, en France, ce qui me narre, c'est votre passion, parce que cette passion nous éloigne de la solution. Et que vous êtes là dans l'interpellation agressive tout le temps. Mais en quoi, quand je vous parle de Toulouse, il y a quelque chose d'agressif en vous rappelant de Toulouse? Mais attendez, on est là pour parler de la paix. Monsieur Glavany. Meir Habib, je peux parler? Allez-y. Sans être comme ça, sous votre pression, comme ça, d'agressivité. Mais il n'y a pas de pression. Mais si. Avec votre permission, je parle. Écoutez, avec la façon qui est la mienne. Aujourd'hui, il y a 2 tiers du Parlement français qui s'est exprimé. Respectez au moins ça. Respectez au moins ça. Il y a un monsieur, Meir Habib, né le 28 avril 1961 à Paris 12e, fils de Roger Habib et de Iliane Choua, ingénieur. Meir Habib est aujourd'hui le député UDI de la 8e circonscription des Français de l'étranger qui englobe Israël. Et ce détail, qui n'est pas vraiment un détail, qui montre qu'un député français était un gros bras qui appartenait à des milices sionistes, clandestines, qui agressaient des personnes innocentes, est aujourd'hui un député UDI, c'est-à-dire avec l'aval de M. Borloo et avec l'aval de M. Bayrou. Et personne ne se souvient de cet épisode. Marine Le Pen, l'actualité est évidemment marquée par Gaza. Est-ce que le gouvernement a raison de réfléchir à l'interdiction de la Ligue de défense juive qu'on a vue dans la rue ces dernières semaines lors des manifestations pro-palestiniennes notamment? Écoutez, d'abord, moi, je voudrais dire que s'il existe une Ligue de défense juive, c'est qu'il y a un grand nombre de juifs qui se sentent en insécurité. Mais il faut aussi que l'État assume ses responsabilités et que l'État assure la sécurité de nos compatriotes juifs. Quelqu'un qui dit simplement un mot de travers sur la Shoah ou du Shoah business, quelqu'un qui essaie de déformer la Shoah, on cogne. Que l'État assure la sécurité de nos compatriotes juifs. Nous, on est là, présents, des juifs fiers, nobles et cruels, on a entraîné, on a équipé. Présents, des juifs fiers, nobles et cruels, on a entraîné, on a équipé. Je leur conseille vivement de jamais tomber face à nous, parce que malheureusement, pour eux, on risque de vraiment leur faire très mal. Nos compatriotes juifs n'ont rien à craindre du Front National, bien au contraire. Grosse merde! Espèce de sioniste! Vous, c'est contre vous! C'est contre cette merde! Grosse merde! Il est venu exprès pour nous provoquer! Il est venu exprès! Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point où vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Monsieur le Président du CRIF, Mesdames, Messieurs, comme chacune et chacun, j'aurais souhaité que ce dîner, le deuxième auquel j'ai l'honneur d'assister comme Président de la République, se tienne dans des circonstances plus sereines.
La retraite, n'en parlez pas, la retraite, c'est rien la retraite. Maintenant, on est forcé de travailler. Voilà, forcé de travailler. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 545 € par mois? Heureusement que j'ai quelqu'un qui me donne un coup de main, éventuellement, on fait du travail, si vous voulez. Bon, les gens me donnent un petit quelque chose pour aller les conduire à l'hôpital ou n'importe quoi. Mais autrement, qu'est-ce que vous voulez faire avec 545 € par mois? Alors, ce soir, moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Je m'aperçois que j'ai oublié une chose importante à dire concernant la question du sionisme et de son rapport avec le judaïsme. Parce que c'est ça qui m'a vraiment le plus choqué dans cette affaire. C'est-à-dire que on a comme l'impression que de la part de la communauté juive, c'est-à-dire à la fois l'institution laïque, le consistoire israélite du Bas-Rhin, mais aussi les rabbins, donc ça c'est la partie religieuse, on a l'impression que le judaïsme se transforme en une religion sioniste. Les réactions négatives que j'ai eues, c'est à propos d'Israël. C'est-à-dire que tous les messages de haine que j'ai reçus, c'est regardez ce que fait Israël. Et après, vous vous étonnez qu'on vous déteste. Vous rendez compte ou pas du danger que représente le fait d'organiser une conférence pour soutenir Tsahal en prétendant que c'est une armée morale. Imaginez un peu les gens, peut-être pas très cultivés, connaissant pas bien l'histoire, qu'est-ce qu'ils peuvent conclure? Sinon que les Juifs, ici à Strasbourg, soutiennent une bande d'assassins qui s'appelle le gouvernement israélien. Et à partir de là, on imagine facilement que cette attitude que a la communauté juive, les laïcs comme les religieux, ne peut produire que de l'antisémitisme. Que pensez-vous, Jean-Luc Mélenchon, de la position exprimée par le CRIF en France, demandant à l'État français de suivre finalement la décision de Donald Trump en reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël? C'est-à-dire que c'est une espèce de suicide qu'il propose à la communauté juive, non seulement ici, mais là-bas aussi. Moi j'accuse le gouvernement de Netanyahou, tous les gouvernements depuis la Narba en 1948, et j'accuse le CRIF et toutes les organisations qui gravitent autour de CRIF d'être responsables d'un renouveau de l'antisémitisme dans notre pays, par la confusion voulue entre sionistes, religieux, israéliens, etc. Alors il faut se rappeler qu'on peut être juif ici, comme nous, entre autres, à l'Union juive française pour la paix, on est laïque, on n'est pas religieux, et on n'est surtout pas sioniste, on est même antisioniste. Écoutez, moi déjà, vous interrogez pas, enfin, si vous interrogez la bonne personne, je suis hostile à tous les communautarismes. Celui du CRIF est particulièrement agressif parce que non seulement il a des prétentions communautaristes que je ne supporte pas, que ce soit pour le CRIF ou n'importe quelle autre communauté. Mais en plus, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Tu parles Conseil représentatif de quoi? De rien du tout, et des institutions qui n'existent pas. Ces manœuvres de la communauté juive, des laïcs comme des religieux, font que, y compris nous-mêmes, qui sommes des antisionistes, nous pouvons être percutés par des attaques antisémites. Communautaire qui en plus manie un rayon paralysant. Dès que quelqu'un ose dire quelque chose qui lui plaît pas, pouf, vous voilà repeint en antisémite, et on dit vous n'êtes pas invité au dîner. Mais je m'en fous, moi j'ai pas envie d'y aller. Donc, je pense qu'il y a une espèce d'irresponsabilité totale du CRIF en France et des gens qui logent là-haut, le CRIF justement, et de toutes les associations, mais également des rabbins qui, effectivement, isolent d'une certaine façon les Juifs de France, et c'est pareil en Europe, et c'est pareil aux États-Unis, les isolent de la population globale en faisant passer ces Juifs pour nécessairement des suppôts de l'armée israélienne. Et bien sûr que la montée de l'antisémitisme et l'antisionisme et de l'antisémitisme, c'est pareil. Eh bien non, nous sommes des antisionistes et il n'y a aucune confusion à avoir
entre antisionisme et antisémitisme, comme Donc l'antisionisme, c'est bien la négation de notre pays et de notre peuple. Ici, c'est la France, je le dis à tout le monde. Et donc, nous devons aider notre pays à avancer dans la voie. C'est un chemin de crête, mais c'est le chemin des Français. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial que M. Sarkozy et M. Hollande et M. Macron avaient dit. Eh bien, ils ont raison, ça va être comme ça. D'ici 2060, tous les enfants seront pucés, ils veulent une seule nation, ils veulent une seule langue, qu'il n'y ait plus de religion et qu'il n'y ait que de la mixité avec une seule race. Ça, c'est grave. Hitler est en train de revenir parmi eux. Excusez-moi, donc c'est le principe du mondialisme. Donc ce sont des mondialistes, et donc vous vous opposez à eux parce que vous seriez plus sédentaire. Est-ce cela? Non, oui, si vous voulez. Moi, je suis pour que tout le monde puisse se connaître leur coutume, leur culture. Mr. Rothschild, how you doing, sir? Can you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? Sorry? Can you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? I didn't get that, actually, no. The Bilderberg? You weren't there? No. What went on last year? No, I wasn't there last year. I think that was my cousin. The cousin was there? Yeah, I think so. Okay. Good night. Do you have a couple minutes for us, Mr. Rothschild? We have a few additional questions. I was asking a question inside of, because I was saying that the Federal Reserve was one of these organizations. I know, it's one of these organizations that a lot of people say is the source of main projects all across the world, because it was a private thing that was started by your family. No, it's completely untrue. I was asked that earlier. It really isn't true. No. Apple Island, 1913, sir. No. I mean, but sir, just one thing. We could go on about how your family committed all these acts against society, but we just want to let you know the New World Order has no legitimacy, and that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banks who are looting the economy with the Federal Reserve. Well. Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. Quand vous n'avez plus la puissance publique, vous avez des puissances privées, légales et illégales, qui obéissent à des allégeances cachées. Et aujourd'hui, il n'y a plus de puissance publique. Les élus politiques français, sauf exception, les élus politiques français obéissent à des bureaucraties supranationales qui elles-mêmes obéissent à des allégeances cachées. C'est pour ça que je parle du groupe Bilderberg, très important, qui en fait veulent détruire les nations, détruire les filiations, détruire les frontières, détruire les États, détruire les législations protectrices des plus pauvres, pour avoir un grand marché planétaire de masse. En fait, le grand rêve du capitalisme mondialisé, c'est d'avoir un seul marché planétaire. Ça, c'est leur rêve, avec une gouvernance mondiale. Mais on vous a accusé quand même de complotisme. Et effectivement, des fois, je me suis dit, vous parlez de Bilderberg et tout ça, et vous dites, les organismes cachés. Il n'y a pas un côté X-Files dans tout ça, Philippe de Villiers, là, la vérité, seule la vérité est absente, etc. Alors, je vais vous répondre, complotisme. Bon, le mot, il a un sens. Le complotisme, ce sont des rumeurs, ce sont des fantasmes, ce sont des contre-vérités, ce sont des théories. Moi, mon livre, c'est une réponse au complotisme. La Ford Connection, qui est une transmission de la CIA, c'est tenu au secret. Bilderberg, tenu au secret. La Team Money, tenue au secret, la rue de Martignac, il y a même un jury sous l'escalier, un lawyer américain, futur secrétaire d'État, il rédige les statuts de la CK, le traité de Rome, etc. Et on le planque, faut pas qu'on sache. Et moi, je révèle son nom, George Ball. Si c'est pas du conspirationnisme. Donc en réalité, les Français ont découvert, et d'ailleurs, la preuve que c'est une conjuration, c'est que dès que vous avez un peuple qui votent de travers, comme par exemple la France en 2005 ou le peuple anglais en ce moment, on les rattrape. Page 222. C'est la page qui m'a frappé dans le livre. Page 222, Attali nous dit la solution c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. Il termine en disant tout ça est une utopie bien lointaine, mais intellectuellement il est obligé de le mentionner. Je trouve ça régulier de sa part. C'est important d'ailleurs. Parenthèse sur Marx. Marx ne pensait que le capitalisme ne pourrait pas être déplacé nationalement, mais uniquement de façon mondiale. Donc je pense que le socialisme viendrait après le capitalisme, mais pas à la place. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Oui. Est-ce qu'on ira avec ça
Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre Non. Ou à la place de la guerre? Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, pardon. Oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis Le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, il faudrait mieux que ça soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Vous vous rappelez, Daniel, qu'on a évoqué tout ça à cette table, hein, là, avec M. Toati, qui ouvrait des yeux comme ça. Deuxièmement, Attali n'est pas membre de mon parti quand il dit ça. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, honnête de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, honnête de con. On vient te chercher chez toi. Macron, honnête de con. On vient te chercher chez toi.